The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, bienvenue à la troisième semaine, mardi 6 février 2018, de la deuxième partie de ce cours massif en ligne sur une introduction sur la résilience pour le développement. Donc cette partie 2 se concentre sur la mise en œuvre de la résilience dans les plans nationaux de biodiversité. Je suis Laurent Mesbah, votre facilitateur pour ce cours en ligne francophone, organisé conjointement avec le Programme de développement des Nations Unies et le NBSAP Forum de la Convention pour la biodiversité et d'autres partenaires. Bienvenue donc aux participants pour ce webinaire. Après la présentation, vous aurez, comme chaque semaine, vous aurez l'occasion de poser des questions et nous allons continuer les discussions. Vous pourrez poser vos questions directement en levant la main là où c'est indiqué. Et vous pouvez aussi poser vos questions par écrit, mais nous vous encourageons à lever la main de manière à ce que nous ayons des discussions après la présentation. Nous vous rappelons aussi que les cours en ligne sont obligatoires si vous voulez obtenir le certificat du cours en ligne. Et nous vous encourageons à participer au forum de discussion écrite en ligne, ainsi qu'au forum de discussion sur le NBSAP Forum. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore terminé les leçons, la première, les leçons en ligne, allez-y, avancez, c'est le moment. Et enfin, aussi, nous voulions vous rappeler que jeudi, donc après-demain, nous ouvrons une session en ligne de discussion ouverte pour les questions, pour les participants qui ont des questions et qui n'ont pas eu l'occasion de participer pendant les webinaires. Donc, vous avez déjà tous reçu une invitation pour avoir cette occasion de parler avec les facilitateurs, donc avec moi-même et avec les organisateurs du cours. Donc, ça sera jeudi à 8 heures heure de New York, 2 heures après-midi heure de Paris, ce jeudi donc après-demain. Voilà, alors pour aujourd'hui, c'est donc la troisième semaine de ce cours qui se termine, donc ce cours en ligne. Et le thème de cette semaine est bâtir la résilience pour les aires protégées. Donc la résilience des aires protégées face au changement climatique. Pour donc adresser ce thème que vous voyez sur l'écran qui est présenté, la présentation va être faite par Madame Elise Bell, qui est du UN Environment World Conservation Monitoring Center, donc le centre mondial de conservation des Nations Unies. Donc, Elise Bell est administrateur de programme principal dans le programme des aires protégées au Centre mondial de surveillance de la conservation de l'environnement des Nations Unies. Le rôle d'Elise comprend l'analyse des indicateurs d'aires protégées et des évaluations scientifiques, l'étude des différents mécanismes de gouvernance et le suivi des impacts du changement climatique sur les aires protégées. En particulier, Elise gère le projet GEF, Protected Area Resilient to Climate Change, en Afrique de l'Ouest. Elise est titulaire d'une maîtrise en biologie, génétique et écologie comportementale obtenue en France et d'un doctorat de l'Université de Sussex au Royaume-Uni. Donc, bienvenue Elise. Et merci d'avoir bien accepté de participer à ce cours en ligne et de pouvoir faire une présentation. Donc, bienvenue, vous avez la parole. Merci, merci Laurent, merci pour l'invitation et merci à tous d'être là pour ce webinaire aujourd'hui. Donc, à travers ce webinaire, je vais tenter d'illustrer à travers un projet particulier
les concepts dont vous avez entendu parler dans la leçon sur comment améliorer la résilience des AP, des aires protégées et surtout des réseaux d'aires protégées dans leur ensemble dans le cadre du changement climatique. Donc, le titre de ma présentation, c'est Aires protégées résilientes au changement climatique, qui est aussi le nom du projet PARC, P-A-R-C-C, qui est en anglais Protected Areas Resilient to Climate Change, un projet donc qui était focalisé sur l'Afrique de l'Ouest. Je n'arrive pas à faire dérouler mes diapositives. Ah, voilà. Non. Voilà, excusez-moi. Donc, bon, comme vous le... Peut-être il faut que je cache ça, voilà. Donc, comme vous le savez tous, la perte de biodiversité est un problème à l'échelle planétaire. À gauche, vous avez un petit graphique qui illustre ça. Donc, au niveau des indices de la liste rouge, que ce soit pour les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et surtout les coraux, ces données datent un peu. Donc, ça se finit en 2010, mais la situation reste toujours assez critique, comme j'en suis sûre, vous le savez. Et concernant l'Afrique de l'Ouest en particulier, la biodiversité est en déclin sévère. Sur ce graphique-là, vous voyez le déclin de la biodiversité en ce qui concerne les mammifères au sein des aires protégées. Donc, en vert, vous avez l'Afrique australe, en jaune, l'Afrique de l'Est et en rouge, l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous pouvez le voir, donc la situation concernant les mammifères, même au sein des AP, est un problème sévère en Afrique de l'Ouest. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis en œuvre ce projet sur les aires protégées et changement climatique en Afrique de l'Ouest? Eh bien, comme vous le savez, surtout c'était inclus aussi dans votre leçon, l'un des problèmes important posé par le changement climatique et qu'il va changer la distribution des espèces dans l'espace. Et donc, si on a une espèce donnée qui a une distribution originelle donnée à une certaine latitude, en fait, sous l'effet du changement climatique, cette espèce va être amenée à migrer vers de nouvelles latitudes pour trouver des habitats plus adaptés à sa survie. Et donc, il va y avoir une modification des fois importante de la distribution de cette espèce. Donc, si on avait une aire protégée créée pour protéger cette espèce ou ces espèces à un endroit particulier, eh bien, sous l'effet du changement climatique, si l'espèce migre en dehors de cette aire protégée, évidemment, elle devient inutile à protéger cette espèce. En plus, tout cela peut être compliqué par le fait que les espèces ne connaissent pas de frontières et peuvent être amenées à migrer aussi d'un pays A vers un pays B. Et inversement, d'où l'importance de considérer les aires protégées transfrontalières, qui était un aspect assez important, comme vous le verrez, de ce projet parc. Excusez-moi. Donc, les objectifs du projet parc, c'était donc l'objectif principal, c'était d'aider les pays à concevoir des systèmes d'aires protégées qui soient plus résilients aux impacts négatifs du changement climatique. Et pour faire ça, donc, on a développé et fourni des outils pour pouvoir mieux évaluer quelle est la vulnérabilité des espèces et des aires protégées au changement climatique, aider les pays à créer des stratégies qui puissent renforcer la résilience du réseau d'aires protégées des pays, mais aussi en renforçant les capacités dans la région à des niveaux multiples, institutionnels, mais aussi en impliquant les milieux académiques, les ONG, etc., pour que ces personnes soient capables d'utiliser ces outils et d'utiliser les résultats du projet pour mettre en œuvre des stratégies pour faire face au changement climatique. Et finalement, ce projet a créé une plateforme pour la mise en œuvre d'activités pilotes sur le terrain. Donc, les activités vraiment sur le terrain n'étaient pas un des points les plus importants du projet, qui était quand même assez axé sur la recherche, mais on a quand même mis en œuvre quelques activités pilotes à des sites transfrontaliers dont je parlerai plus tard. Alors voilà les 5 pays qui étaient impliqués dans le projet. On avait au cœur du projet le Tchad, le Mali, la Gambie, la Sierra Leone et le Togo. Et puis aussi 3 pays qui étaient impliqués dans les activités régionales et certaines des activités transfrontalières,
et c'était le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc 5 pays bien différenciés du point de vue géographique et aussi du point de vue de la taille et des écosystèmes du pays, avec des pays sahéliens et des pays plus en zone tropicale, la Gambie qui est un tout petit pays, donc des pays quand même assez divers. Juste pour vous donner une idée de la structure du projet, en fait, pour chaque pays, on avait un agent de liaison nationale en charge de la mise en œuvre du projet donc au niveau national. Notre partenaire régional principal était l'UICN PACO, donc le programme de l'UICN pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Et nous, à l'UNEP WCMC, nous étions donc l'agence d'exécution du projet. Il y avait bien sûr, comme dans presque tous les projets, un comité directeur du projet pour donner une direction stratégique au projet et résoudre des problèmes lorsqu'il y en avait. Et puis surtout, un groupe consultatif d'experts techniques, ou TAG en anglais, parce que comme je l'ai dit, donc le projet avait une part importante de recherche scientifique. Donc je vais détailler juste un tout petit peu ce groupe d'experts techniques. Donc on avait bien sûr une personne, un conseiller scientifique principal qui est président du TAG, mais aussi on a travaillé avec nombreuses institutions. Tout d'abord le bureau météorologique du Royaume-Uni, du Centre Adlai, qui nous a fourni des projections climatiques régionales, tant pour les températures que les précipitations pour la région de toute l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, on a travaillé avec aussi l'UICN, Programme mondial sur les espèces, ils ont évalué la vulnérabilité des espèces basées sur leurs traits biologiques qui font qu'elles vont être vulnérables ou pas au changement climatique. Aussi, on a travaillé avec l'université de Durham et BirdLife qui, eux, ont modélisé quelle pourrait être la future distribution des espèces sous l'effet du changement climatique. Et finalement, on a travaillé avec DICE, l'université du Kent, qui a aidé donc les pays à déterminer les aires prioritaires pour la conservation pour la région et aussi pour chaque pays du projet sur la base des analyses précédentes qui ont fait état de la vulnérabilité des espèces, donc en tenant compte des effets du changement climatique. Donc c'est un peu toutes ces étapes-là que je vais vous détailler maintenant, et aussi les activités aussi de pilote et d'autres activités pour donc illustrer qu'est-ce qui peut se faire pour évaluer la vulnérabilité au changement climatique et comment est-ce qu'on peut y faire face. Excusez-moi, je suis un petit peu malade aujourd'hui. Alors oui, tout d'abord, le Centre Adlai, le bureau météorologique du Royaume-Uni, nous a fourni un jeu de données complet de toutes les variables atmosphériques et de surface, donc y compris les températures minimales, les températures maximales et les précipitations. Donc tout ça a une résolution de 50 km. Tous les rapports que je mentionne là, généralement, il y a une petite photo du rapport. Donc, tous ces rapports sont disponibles sur le site web du projet et à la fin de la présentation, je vous donnerai l'adresse du site web. Donc, si vous voulez en savoir plus ou lire un de ces rapports, vous pourrez le faire. Et puis, donc, surtout, le Centre Adlai nous a produit 5 projections du climat régional à haute résolution. Et sur la base de ces projections régionales du changement climatique pour l'Afrique de l'Ouest, ils en ont conclu qu'il y a un haut niveau de confiance dans le fait qu'il devrait y avoir une hausse significative des températures sur toute l'Afrique de l'Ouest. Par contre, en ce qui concerne les précipitations, hélas, il y a assez peu de consensus sur des modèles et donc on ne sait pas trop quelle direction et quelle magnitude ces changements pourraient avoir. Ça dépend des pays. Sur certains pays, on a un petit peu plus de certitude que sur d'autres, mais globalement, sur toute l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas beaucoup de certitude concernant les précipitations. Par contre, les températures, on sait qu'elles vont augmenter. Sur la base de ces projections, le Centre Adlai a aussi fait une évaluation de quels pourraient être les effets de ces changements sur les services écosystémiques. Alors, ils en ont conclu que donc, le changement climatique dans la région pourrait provoquer une augmentation des stocks de carbone dans les forêts, ce qui donc serait très bien puisque ça permettrait de contribuer à l'atténuation du changement climatique, et aussi une augmentation de la productivité végétale dans la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest.
Mais, c'est un grand mais aussi, cette augmentation pourrait être sévèrement limitée par un changement de l'utilisation des terres. Donc, il est important de conserver ces forêts et ces aires protégées, même si officiellement elles le sont, ou d'améliorer la gestion de ces aires protégées, etc. Je vais en parler par la suite un peu plus. Et puis finalement aussi, ils en ont conclu que les écosystèmes sont projetés de se déplacer vers le nord, tout particulièrement dans les régions centrales et de l'Est de l'Afrique de l'Ouest. Alors, l'UICN, Programme mondial sur les espèces, ils ont mis en œuvre une méthodologie particulière pour évaluer la vulnérabilité des espèces au changement climatique basée sur leurs traits biologiques intrinsèques qui peuvent faire qu'ils soient ou non vulnérables au changement climatique. Donc, on a travaillé avec eux pour évaluer la vulnérabilité des espèces ouest-africaines, tous les amphibiens, tous les oiseaux, tous les mammifères, tous les poissons d'eau douce et tous les reptiles. Tout d'abord, on a travaillé avec donc des experts au travers d'ateliers, donc des experts à la fois nationaux et internationaux, pour évaluer le risque d'extinction sur la liste rouge des espèces de reptiles qui n'avaient pas encore été évaluées sur la liste rouge. Donc, à travers le projet, maintenant, on a évalué tous les reptiles sur la liste rouge. Tous les autres taxons dont j'ai parlé, ils avaient déjà été évalués. Et puis, surtout, donc, on a établi la vulnérabilité au changement climatique de chacune de toutes ces espèces. Donc, tous les reptiles, tous les poissons d'eau douce et tous les mammifères. À nouveau, cela avait déjà été fait pour les oiseaux, donc on ne l'a pas fait, mais on a évalué la vulnérabilité pour tous les autres taxa. Et donc, l'idée principale de comment est-ce qu'on évalue cette vulnérabilité au changement climatique, en fait, il faut que les espèces aient trois caractéristiques à la fois, qu'elles soient à la fois, si une espèce est exposée au changement climatique, est sensible au changement climatique de par ses traits biologiques qui la rendent particulièrement sensible. Par exemple, elle a besoin d'un déclencheur environnemental pour commencer sa reproduction ou sa migration, ou elle a besoin que son cycle soit en phase avec celui de ses proies, etc. Donc, vraiment, des caractéristiques climatiques qui font que l'espèce est sensible au changement climatique. Et finalement, si l'espèce est considérée comme ne s'adaptant pas facilement au changement climatique, par exemple, si elle a un temps de génération long, et donc ça peut ralentir la vitesse d'adaptation au changement climatique. Donc, si une espèce est à la fois exposée, sensible au changement climatique et incapable de s'adapter au changement climatique, alors si cette espèce a ces trois caractéristiques, on considère que l'espèce est vulnérable au changement climatique. Et donc, cette évaluation, on l'a faite pour toutes ces espèces-là. Alors, voilà un exemple de carte qui a été créée par l'UICN qui montre la densité, le nombre d'espèces et le pourcentage d'espèces vulnérables, de mammifères, pardon, vulnérables au changement climatique. Donc, soit d'ici 2055 ou d'ici 2085. Donc, en termes de nombre d'espèces vulnérables au changement climatique, on en a beaucoup vers le sud de la région, donc dans les régions plus tropicales. Mais ça, c'est pas très surprenant parce que effectivement, c'est aussi dans ces régions-là qu'on trouve la plus grande diversité d'espèces. Mais par contre, si on regarde le pourcentage d'espèces vulnérables au changement climatique, là, on se rend compte qu'il y a plus d'espèces vulnérables vers le nord, dans les régions sahéliennes de ces pays, qui seraient vulnérables au changement climatique. Ensuite, on a travaillé avec, en fait, pas ensuite, mais en parallèle, on a travaillé avec l'Université de Durham qui, elle, utilise une méthode complètement différente pour évaluer la vulnérabilité des espèces au changement climatique. En fait, elle essaye de projeter quelle pourrait être la distribution future de ces espèces sous l'effet du changement climatique. Et donc, grâce à cette méthode, elle a projeté qu'il y aurait une diminution de l'adéquation du climat du réseau des AP ouest-africaines pour la plupart des espèces d'ici 2085. C'est-à-dire que pour la plupart des espèces qui se trouvent dans les AP en ce moment, d'ici à 2085, en fait, le climat pour elles sera moins favorable à leur survie dans ces AP. Et en termes de proportion, c'est une proportion assez importante d'espèces pour lesquelles on projette avec une probabilité élevée
qu'il y ait une diminution de l'adéquation du climat, c'est-à-dire que le climat soit moins favorable pour elles dans le futur. Et cela concerne 44% des amphibiens, 52% des oiseaux et 47% des mammifères. Pardon. Donc, voilà cette carte qui donc résume pour les AP le changement, le renouvellement projeté en espèces ici d'amphibiens d'ici à la période 2040-2069. Donc, quand vous avez des couleurs dans les tons de bleu, ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation dans le nombre d'espèces d'amphibiens. Comme vous le voyez, c'est assez rare. On peut voir quelques AP dans le sud de la région, au Ghana, en Côte d'Ivoire, où il pourrait y avoir une augmentation du nombre d'espèces d'amphibiens. Mais pour la plupart des AP, surtout les grandes aires protégées sahéliennes, donc en orange, voire en rouge, le plus rouge c'est, le plus il y aura une perte du nombre d'espèces d'amphibiens. Et donc, on projette que toutes ces grandes aires protégées devraient perdre au moins une ou deux espèces d'amphibiens sous l'effet du changement climatique d'ici à 2040-2069. Donc ça, c'est concernant les amphibiens. Maintenant, concernant les oiseaux, c'est un peu similaire. À nouveau, on a une perte de 5 à 6 espèces d'espèces d'oiseaux qui est prévue dans toutes ces grandes AP que vous voyez ici en vert clair. Et puis, quelques AP qui devraient perdre jusqu'à 68 espèces d'oiseaux, donc c'est pas rien. Et puis, quelques espèces qui pourraient par contre en gagner dans le sud du pays. Mais donc, en moyenne, quand même, beaucoup de pertes projetées. À nouveau, ici, c'est ce qui concerne les mammifères et on a à nouveau des projections qui sont assez similaires avec de nouveau des pertes d'espèces prévues dans beaucoup d'aires protégées ouest-africaines. Excusez-moi. Alors, oui, l'Université de Durham a aussi essayé de combiner ces deux méthodologies qui sont quand même très différentes, soit en intégrant certains traits biologiques au sein de leur modèle de distribution des espèces, soit en faisant le contraire. C'est assez compliqué, donc je ne vais pas détailler ça ici. Mais en gros, leur conclusion, c'est en intégrant les résultats de ces deux méthodologies, on atteint donc une gamme beaucoup plus variable de changements projetés et il se pourrait qu'il y ait quand même un nombre d'espèces vulnérables un peu moins élevé au changement climatique, mais tout de même un nombre significatif. Et dans tous les cas, pour la plupart des espèces, les options de gestion qui sont les plus recommandées, c'est de faciliter la dispersion des espèces tant que c'est possible, entre les aires protégées notamment, et puis aussi d'essayer d'identifier des sites persistants qui ont un climat adapté au sein même des distributions actuelles des espèces. Donc peut-être des microclimats ou des endroits spécifiques où les espèces pourraient persister. Donc on vient de parler de l'importance de faciliter la dispersion des espèces. Et donc une autre étude qu'on a effectuée, celle-ci, on l'a faite nous-mêmes au sein de l'UNAP-WCMC. On a évalué la connectivité des aires protégées ouest-africaines. Et pour cela, on a utilisé différentes combinaisons de différents types d'espèces. Donc, on a par exemple regardé des espèces généralistes, mais aussi des espèces spécialistes des forêts ou bien spécialistes des prairies. Et puis, différentes capacités de dispersion. Soit une capacité faible de dispersion de moins d'1 kilomètre, moyenne ou bien grande, jusqu'à 100 km. Et puis, donc, sur cette base-là, on a évalué quels sont les AP et quels sont les liens transfrontaliers entre les AP qui sont les plus importants pour maintenir la connectivité dans la région ou pour améliorer la connectivité si ces liens entre les aires protégées peuvent être améliorés. Alors là, c'est un exemple d'un des résultats pour les spécialistes de forêt à capacité de dispersion moyenne. On s'est en fait focalisé là, ce que vous voyez, ce sont seulement les aires protégées transfrontalières. Et lorsqu'on a un cercle, et là, ça veut dire qu'on n'avait pas les données, les limites de l'aire protégée, mais seulement un point et la taille de l'aire protégée. C'est pour ça que les limites ne sont pas précises.
Mais on peut voir quand même que certaines AP sont particulièrement importantes pour la connectivité de la région, comme par exemple le parc national de Comoé en Côte d'Ivoire ou le parc du W ici entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Donc, ce sont des AP oui, particulièrement importantes pour la connectivité. Donc, comme je disais, on a aussi regardé les liens que vous voyez là par des petites barres rouges. Donc, oui, j'ai oublié de dire, ça va du jaune au rouge foncé. Le plus foncé, le plus rouge foncé c'est, le plus le lien est important. Donc là, par exemple, on voit que le lien entre le parc W et les AP du nord du Togo, qui font partie, par exemple, du complexe Oti-Kéran-Mandouri, ça c'est le bassin versant d'Oti-Mandouri, ce serait très important d'améliorer ces liens avec le complexe W pour améliorer la connectivité de la région. De même ici, avec le parc national de la Comoé Côte d'Ivoire, il serait important de pouvoir avoir un corridor écologique avec d'autres aires protégées un peu plus loin. Donc voilà, on a fait ça pour toute la région d'Afrique de l'Ouest pour mettre en évidence les AP importants pour la connectivité et les liens qu'il faudrait améliorer. Ensuite, donc sur la base de tout ce que je viens de présenter là, on a travaillé avec DICE, Université du Kent, pour identifier des aires prioritaires pour la conservation qui ne sont pas encore protégées. Et pour cela, on a utilisé la planification systématique de la conservation ou Systematic Conservation Planning en anglais, qui est l'approche la plus utilisée pour soit développer, soit améliorer les réseaux d'aires protégées. Et on a effectué donc une analyse des lacunes et on a établi des priorités géographiques pour la conservation en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette méthode de planification systématique de la conservation. En fait, c'est un programme informatique, mais qui permet, disons, de déterminer un grand nombre de paramètres qui peuvent être choisis par les utilisateurs, là en l'occurrence les pays, sur, par exemple, le pourcentage d'une espèce qu'on voudrait protéger. Par exemple, on veut protéger 30% du territoire d'une espèce menacée et puis 10% du territoire des espèces qui sont communes, par exemple. Et puis, on peut aussi exclure certaines régions parce qu'on sait qu'il va y avoir une pression démographique tellement importante qu'il est exclu de pouvoir créer une aire protégée dans cette région. Donc, on peut vraiment entrer beaucoup de paramètres dans ce système-là pour pouvoir après identifier, étant donné tous ces paramètres, quelles sont les régions qu'il faut sélectionner en fait. Donc, en faisant ça, on s'est rendu compte tout d'abord que le réseau existant d'aires protégées et d'aires importantes pour les oiseaux atteint les objectifs de conservation fixés pour plus de 50% des écorégions, donc c'est pas mal. Mais il y a quand même, donc là on est au niveau régional, et il y a quand même certaines écorégions qui ne sont pas conservées du tout. Ensuite, les objectifs de conservation sont atteints pour la majorité des espèces, donc c'est déjà bien. Mais certaines espèces, dont hélas certaines espèces menacées, n'ont aucune protection du tout, pas fournie par le réseau d'aires protégées actuel. Et donc finalement, au niveau à nouveau de toute la région d'Afrique de l'Ouest, pour pouvoir remplir tous les objectifs de conservation, il faudrait que plus de 20% de la région soit protégée. Donc là, vous voyez le résultat pour donc, toute la région d'Afrique de l'Ouest. Et donc en rouge, c'est la sélection, la fréquence de sélection du programme. Et en fait, ça veut dire que le plus c'est rouge, le plus ce sont des zones importantes pour la conservation qu'il faudrait protéger. Et le programme fonctionne aussi de manière à éviter d'avoir des points isolés, des toutes petites aires protégées un peu partout, mais d'avoir des blocs assez importants, assez consistants d'aires protégées, et aussi favorise l'expansion d'une aire protégée existante plutôt qu'à nouveau créer de nouveaux fragments ailleurs. Donc, sur cette base-là, on peut voir que, par exemple, là, en Mauritanie, le parc national du Bandakin bénéficierait grandement à être élargi pour pouvoir protéger plus d'espèces ou écorégions ou d'autres éléments de conservation.
On peut voir aussi, par exemple, là au sud du Ghana et de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de petites aires protégées isolées qui bénéficieraient de faire partie d'une aire protégée plus importante. Donc voilà, cela permet vraiment de mettre en lumière les endroits les plus importants qui bénéficieraient d'une conservation, d'une protection accrue. Donc on a fait la même chose au niveau national et pour cela, donc on a travaillé avec à travers des ateliers avec les pays et ce sont les représentants des pays eux-mêmes qui ont déterminé les objectifs de conservation et tous les paramètres donc pour identifier ces aires prioritaires pour la conservation. Je dois préciser aussi que toutes les analyses qui ont été faites précédemment, on a aussi fait beaucoup de développement de capacité à travers un certain nombre d'ateliers de formation au niveau régional, au niveau national, dans tous les pays. Donc, on a aussi développé des manuels sur la base de ces ateliers qui sont aussi sur le site web. Mais donc, en ce qui concerne l'identification d'aires protégées prioritaires pour chacun des 5 pays des projets, donc en gros, si on résume pour tous les pays, il y a quand même une grande variabilité entre les pays. Pour certains pays, le réseau existant permet d'atteindre la plupart des objectifs. Mais par contre, pour d'autres pays, le réseau existant est tout à fait insuffisant et il ne parvient pas à conserver certains éléments de conservation qui sont très importants, tels que par exemple certaines écorégions ou certaines espèces. Et oui, à nouveau, souvent certaines écorégions ne sont pas représentées ou mal représentées, ainsi que certaines espèces menacées. Donc, mais ça dépend lesquels selon les pays, donc c'est difficile de généraliser et de tout présenter ici. Voilà, par exemple, donc les trois des 5 pays, donc au Tchad. Donc ça, c'est l'identification des aires prioritaires pour la conservation au Mali et ici en Gambie. Ensuite, donc, comme vous vous en êtes sans doute rendu compte, le projet était quand même assez focalisé sur tous les aspects espèces et écologiques, mais pas beaucoup sur les aspects socio-économiques. Donc, d'une part, on a développé un projet en parallèle, dont je dirai quelques mots juste après. Et puis aussi, on a effectué une étude, enfin, l'UICN PACO, donc à nouveau notre partenaire régional sur la région. Donc, c'est le programme de l'UICN pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. On fait une étude des liens entre les AP, les communautés et le changement climatique. Et donc, se sont rendus compte que les communautés qui vivent au sein et autour des AP sont particulièrement affectées et sont déjà affectées par le changement climatique, sont souvent des populations assez pauvres et qui sont directement dépendantes des ressources naturelles pour leur survie. Donc, le changement climatique va les toucher sans doute beaucoup plus que d'autres populations. Et donc, elles ont effectué un certain nombre de recommandations pour mieux intégrer le changement climatique dans la gestion des AP, tout ça à différents niveaux. Donc, au niveau des chercheurs, donc, il s'agirait de développer des outils qui puissent permettre de mieux rassembler et analyser les données relatives au changement climatique. Pour les gestionnaires d'AP, il s'agirait de mettre en place des systèmes intégrés qui prennent en compte le changement climatique dans le suivi de la biodiversité, mais aussi de sensibiliser les communautés locales. Pour les bailleurs de fonds, à nouveau, il faudrait renforcer la capacité des gestionnaires d'AP, et aussi des représentants des communautés. Et pour les autorités publiques, donc, il faudrait développer des stratégies d'adaptation et des politiques de gestion des AP appropriées face au changement climatique. Les sites pilotes transfrontaliers, donc en fait, on en avait 5. 5 sites pilotes qui impliquaient donc chaque pays du projet. Pour le Togo, c'était le complexe d'Otikera Mandouri avec le complexe WAP, donc W Arli Panjari. Ça, ce n'est pas une aire protégée transfrontalière qui existe encore, mais c'est plutôt un projet à longue date d'arriver à lier ce complexe Otikera Mandouri au complexe WAP. Par contre, au Tchad, donc, on s'est occupé du parc national de Sénaoura, qui est adjacent. Il n'y a pas de gestion commune entre les deux parcs, mais il est adjacent avec le parc national de Bouba-Njida au Cameroun. Au Mali, on a une situation similaire avec la réserve des éléphants du Gourma
et la réserve partielle de faune du Sahel au Burkina Faso. Au Sierra Leone, c'était le parc national de Gola avec la forêt de Gola au Libéria. Et là, il y a vraiment un projet important et des fonds d'ailleurs de l'Union européenne pour la gestion du parc national de Gola et pour à terme faire créer une aire transfrontalière commune entre les deux pays, l'aire transfrontalière de Gola. Et enfin, en Gambie, donc c'était donc le parc national de Niumi qui est transfrontalier avec le parc national du Delta du Saloum au Sénégal. Donc voilà nos 5 sites. Et sur donc ces activités au site pilote, comme je l'ai dit, le projet n'était pas focalisé sur des activités de terrain, mais on a quand même mis en œuvre un certain nombre d'activités. Tout d'abord, essayer d'avoir des accords transfrontaliers ou de finaliser ces accords transfrontaliers, que ce soit pour la gestion des aires protégées ou même la gestion des ressources naturelles en général, comme c'était le cas entre le Mali et le Burkina. Et puis aussi, soit développer, soit mettre à jour des plans de gestion partagés entre les pays pour être sûr qu'ils mettent en œuvre le changement climatique. Et pour cela, on a travaillé avec l'UICN qui, eux, nous ont fourni ou ont fourni au pays plutôt donc des recommandations pour le suivi des espèces considérées comme vulnérables au changement climatique. Donc, ils ont fourni toute une série de recommandations suggérant des espèces spécifiques et comment en faire le suivi face au changement climatique. Le MET, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet outil. En anglais, c'est Management Effectiveness Tracking Tool. En fait, c'est un outil de suivi de l'efficacité de la gestion des aires protégées et qui, jusqu'à présent, n'avait pas de questions concernant le changement climatique, mais maintenant, nous l'avons révisé pour intégrer des questions relatives au changement climatique. Et ensuite, oui, ça j'en ai déjà parlé, les recommandations pour les espèces pour le suivi des espèces vulnérables au changement climatique pour chaque aire transfrontalière. Et puis, selon les sites et selon les demandes des pays, on a aussi mis en œuvre d'autres activités, par exemple de sensibilisation pour les populations, d'évaluation de la vulnérabilité sociale, des études de corridors écologiques ou des systèmes de suivi pour certaines espèces particulières. Alors, en ce qui concerne, oui, sur la base donc de toutes ces activités, à la fin du projet, on a avec les pays donc développé des stratégies nationales d'adaptation et des recommandations politiques. Donc, tous ces éléments proposés, en fait, prenaient compte et étaient construits sur la base des activités d'adaptation déjà existantes pour pas refaire à zéro ce qui est déjà en train d'être fait et intégrer plutôt les activités déjà mises en œuvre. Et donc, pour chaque pays, donc, il y avait 3 buts stratégiques qui étaient les mêmes, ainsi que 11 objectifs et une quarantaine d'actions, mais ces actions-là donc étaient spécifiques selon les pays. Mais en gros, les 3 buts stratégiques de ces stratégies nationales d'adaptation, c'était de renforcer les programmes de conservation existants et leur mise en œuvre pour améliorer la performance des AP existantes, parce que bien sûr, il y a le changement climatique, mais dans ces AP ouest africaines, il y a beaucoup de menaces autres que le changement climatique. Donc, il est impératif de d'abord renforcer les programmes de conservation existants, renforcer les capacités et renforcer l'efficacité de la gestion de ces aires protégées, essayer de faire face aux menaces existantes parce que bien sûr, le changement climatique va amener à exacerber toutes ces menaces. Donc, il est vraiment impératif de déjà aussi prendre en compte les menaces existantes et améliorer la gestion actuelle des AP. Ensuite, essayer d'anticiper les impacts du changement climatique et prendre des mesures proactives face aux changements actuels et futurs. Lorsqu'on sait spécifiquement quelle direction va prendre le changement climatique, quelles espèces vont être menacées, là, on peut anticiper et prendre des mesures face à cela. Et puis finalement, créer ou renforcer un environnement propice à une mise en œuvre réussie des stratégies nationales, notamment en améliorant la coordination entre les différentes institutions nationales et les autres organismes. Voilà, donc ça c'est les 3 buts stratégiques communs à tous les 5 pays, avec des actions spécifiques selon les pays, comme je l'ai dit.
Excusez-moi. Ensuite, donc, oui, on a développé aussi une stratégie régionale d'adaptation qui est en fait basée sur des actions qui contribuent à la réalisation des buts stratégiques au niveau national. Le but de cette stratégie, c'est surtout d'harmoniser les législations et les institutions, surtout en ce qui concerne les AP transfrontalières, parce que comme on l'a vu, les aspects transfrontaliers sont quand même très importants pour faciliter, bien sûr, la connectivité et le mouvement des espèces. Donc, faciliter, bien sûr, aussi la mobilisation des ressources financières, faciliter les programmes de développement des capacités et puis les processus de reportage. Et puis aussi, ce rapport a vraiment mis en lumière tous les éléments clés de conservation qui vraiment ont besoin d'être protégés au niveau, de manière la plus urgente au niveau régional. Finalement, donc, on a aussi développé ou plutôt adapté donc, des lignes directrices pour les gestionnaires des AP face au changement climatique. En fait, ces lignes directrices, on ne les a pas totalement développées nous-mêmes puisque ça avait déjà été fait et fait très bien par l'UICN qui a développé des directives qui s'appellent Répondre au changement climatique, directives pour les responsables et les planificateurs des aires protégées. Et d'ailleurs, je pense que la leçon que vous avez eue cette semaine est notamment basée sur ces directives. Donc, nous aussi, en fait, on s'est appuyé sur ces directives-là et on les a adaptées au contexte de l'Afrique de l'Ouest. Et on a donc amené des éléments complémentaires provenant des résultats du projet. Mais on s'est basé sur ces directives-là, nous aussi. Et donc, comme vous l'avez vu aussi dans la leçon, donc pour les gestionnaires, l'idée, c'est d'axer la gestion des AP sur le changement plutôt que chercher à maintenir à tout prix la persistance des systèmes existants. Et certaines des actions clés, donc pour la planification de la gestion dans le cas du changement climatique, ça sera, dans certains cas au moins, de revoir les objectifs de conservation dans la perspective du changement climatique, évaluer la vulnérabilité au changement climatique pour identifier et sélectionner des actions d'adaptation. Ça, bien sûr, c'est en partie ce qu'on a fait, l'évaluation du changement climatique pour les espèces et les AP de toute l'Afrique de l'Ouest. Et puis finalement, comme on l'a fait aussi, développer oui, les capacités, mais aussi développer la capacité d'adaptation au changement climatique et effectuer un suivi de l'efficacité des actions. Alors là, je voulais remettre, en fait, oui, vous donner une idée de la place du projet Parc dans le cycle d'adaptation que vous avez vu dans la leçon. Donc, et puis, je voudrais surtout dire que oui, ce projet était vraiment au niveau régional. Donc, la plupart des recommandations, des activités, de tout ce qui a été fait, c'était vraiment en considérant le réseau d'aires protégées et pas des aires protégées comme des îles isolées, complètement isolées. Donc ça, c'est important. Et donc, en ce qui concerne donc, la première étape de construire donc, des fondations solides, donc ce projet a contribué à améliorer les connaissances de par les projections régionales du changement climatique, mais aussi bien sûr toutes les évaluations de la vulnérabilité. On a fait, comme je l'ai dit, beaucoup d'ateliers nationaux et régionaux de formation sur toutes ces thématiques-là. Et puis, donc, en concernant la planification pour le changement, en fait, lors du projet Parc, au début du projet, comme je l'ai dit, on s'est rendu compte que le projet avait vraiment était vraiment focalisé sur les aspects écologiques. On a développé un projet en parallèle qui a été financé par la Fondation MAVA et qui, lui, a regardé la vulnérabilité des populations au changement climatique, et notamment des populations vivant autour d'aires protégées en Gambie ou au Sénégal. Et ce projet a donné lieu au développement d'une méthodologie qui, je pense, est aussi citée dans votre leçon, qui s'appelle Planification de la résilience et de l'adaptation pour les communautés des aires protégées. Donc ça, c'est aussi, disons, un résultat indirect du projet Parc, puisque ça a été développé dans un projet parallèle. Mais un résultat important, je pense. Ensuite, en considérant l'évaluation de la résilience,
Donc, oui, donc c'est là où se situent, je pense, toutes les activités d'évaluation de la vulnérabilité, donc des espèces et des AP face au changement climatique, et aussi des impacts que ces changements pourraient avoir sur les services écosystémiques. La troisième étape, donc concernant l'identification d'options d'adaptation, je pense que l'identification d'aires prioritaires pour la conservation fait partie de cette étape-là. On a pu identifier quelles sont vraiment les zones qu'il faut protéger en priorité pour pouvoir faciliter la dispersion des espèces et faciliter tout simplement leur survie. Ensuite, donc, on a mis en œuvre des activités sur la base des résultats de ces évaluations. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'activités sur le terrain lors de ce premier projet, mais on a quand même mis à jour notamment les plans de gestion transfrontaliers dans 3 pays, et ils intègrent maintenant le changement climatique avec notamment le suivi d'espèces considérées comme vulnérables au changement climatique. Et finalement, en ce qui concerne le suivi et l'ajustement des mesures, eh bien, donc ça, c'est un peu trop tôt pour en parler, puisque le projet, j'ai oublié de le dire, mais est un projet qui s'est déroulé sur 6 ans, de 2011 à la fin de 2016. Donc, ça fait juste à peine un an que le projet est terminé. Mais maintenant, on aimerait et on travaille justement au développement d'une seconde phase du projet dans la région, où on voudrait mettre en œuvre plus d'actions sur le terrain et aussi prendre en compte beaucoup plus tous les aspects socio-économiques, ce qui n'a pas du tout été fait dans la première phase du projet. Donc, le premier projet nous a fourni pas mal de résultats scientifiques très solides, mais je pense qu'il serait important maintenant d'avoir une seconde phase qui puisse aborder d'autres problèmes tout aussi, si ce n'est plus important, en relation avec le changement climatique. Donc, c'est notre but. Voilà, j'ai bientôt fini. Je pense que j'ai parlé un petit peu trop. Mais voilà, pour vous dire que donc, tous les résultats du projet et tout ce dont je vous ai parlé, tout ça, c'est disponible sur le site du projet, qui est à l'adresse suivante, donc park.protectedplanet.net. Je ne sais pas si vous connaissez Protected Planet, mais c'est l'interface de la Banque de données mondiale sur les aires protégées. Donc, il contient toutes les données sur toutes les aires protégées du monde, qui est donc une base de données qui est gérée à l'UNEP WCMC. Donc, Parc fait partie de ce site web. Donc, à cette adresse, vous trouverez tous les rapports, tous les documents sur les résultats scientifiques, les activités régionales et nationales, les recommandations aussi, etc., etc. Et aussi, c'est important, un lien avec les résultats de toutes les évaluations de la vulnérabilité pour chaque AP d'Afrique de l'Ouest. Donc, si vous cherchez n'importe quel AP en Afrique de l'Ouest, il y en a à peu près 2000, vous trouverez les résultats des évaluations de la vulnérabilité pour cette AP, c'est-à-dire le pourcentage de renouvellement des espèces attendues, le nombre d'espèces considérées comme vulnérables au changement climatique et la liste des espèces. Voilà, donc ça pourrait vous intéresser si vous vous intéressez particulièrement aux AP d'Afrique de l'Ouest. Et voilà, et sinon aussi, on a donc publié un résumé des résultats du projet qui s'appelle Impact du changement climatique sur la biodiversité et les AP en Afrique de l'Ouest. C'est disponible en français et en anglais aussi sur le site web. Il y a aussi des copies imprimées si jamais ça vous intéresse. Et voilà, donc je veux juste terminer en disant que donc Parc, c'était un projet donc financé par le GIEF de 6 ans en Afrique de l'Ouest, mais on aimerait ne pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a des outils qui ont été développés, qui sont vraiment très intéressants et qui pourraient être appliqués à d'autres régions. Donc en fait, c'est un peu notre but aussi, c'est pas seulement de continuer avec l'Afrique de l'Ouest avec une nouvelle phase du projet, mais aussi de répliquer ce concept dans d'autres régions du monde. Donc, si vous avez des demandes, des idées, des sources de financement connues ou des suggestions, ça nous intéresse parce que c'est ce qu'on cherche aussi à faire, c'est développer ce concept dans d'autres régions. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et je vais essayer de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette très belle présentation sur un projet vraiment très intéressant et avec beaucoup d'informations que vous avez données, avec les cartes, de très belles cartes détaillées. Comme vous dites vous-même, tout ça est publié.
Donc, ça peut être retrouvé sur le site que vous avez donné. De plus, votre présentation va être mise en ligne, disponible en ligne sur le cours. Donc, vous pourrez encore regarder la présentation. Et bien sûr, elle est aussi enregistrée, donc ça, on pourra l'écouter à nouveau. Avant de donner la parole aux participants, je vais voir déjà si quelqu'un demande la parole. Il y a quelques personnes. Nous avons à peu près une quinzaine de participants. J'aurais d'abord une question à poser. Vous avez parlé dit en parlant donc de l'Afrique de l'Ouest, vous disiez qu'il faudrait, par rapport à tous les indicateurs que vous avez sur les espèces, sur la diversité d'espèces et le danger par rapport au changement de climat et leur niveau de protection, il faudrait que 20% de la région soit protégée. Je me demandais quel est le pourcentage de protection de surface en Afrique de l'Ouest actuellement. Est-ce qu'il faudrait qu'on passe à 20%? On est à combien maintenant? Est-ce que vous avez une idée? C'est peut-être une moyenne avec tous les pays. Enfin, j'imagine chaque pays a son pourcentage, mais quand vous dites qu'il faut passer à 20%, ça veut dire que clairement on est en dessous. Oui, on est en dessous, on est même en dessous des 17% du but des d'Aichi objectifs 11. d'Aichi, oui. Mais on est bien en dessous des 17% même. Donc, je pense que je suis presque sûre que c'est dans le rapport sur ce sujet-là, mais de tête, je me souviens pas du pourcentage exact sur la région. Il y a beaucoup de disparités entre les pays. Il y en a qui sont à 5 ou 6 ou 7%, je ne sais plus, mais qui sont quand même très bas. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus hauts. Donc, le pourcentage sur les régions, je ne me souviens pas, j'avoue, mais c'est inférieur même à 17%. Mais ce n'est pas complètement, je pense, complètement irréaliste de penser à 20%, surtout si maintenant, il faut bien prendre en compte qu'on ne parle pas seulement de réserves naturelles et de parcs nationaux à gestion stricte. On peut aussi parler d'aires protégées qui sont gérées par les communautés avec une gestion et une utilisation durable des ressources permises. Ou même, comme les réserves de biosphère de l'UNESCO, par exemple. Oui, il y a aussi dans certaines zones de la réserve de biosphère, parce qu'il y a un zonage, on peut gérer, on peut utiliser les ressources de manière durable. Donc voilà, c'est pas en considérant seulement des réserves strictes, on parle aussi de réserves d'aires protégées qui permettent leur utilisation par les populations, voire même, je dirais, parce qu'on parle beaucoup en ce moment d'OECM, Other Area-Based, Effective Area-Based Conservation Measures, donc des aires de conservation qui ne sont pas forcément des aires protégées, mais qui contribuent quand même indirectement à la conservation. Je pense qu'il y a on se focalise beaucoup là-dessus en ce moment, et je pense que c'est important de considérer ces aires-là qui ne sont pas forcément des aires protégées, mais qui contribuent quand même à la conservation et qui sont importantes à prendre en compte aussi, et parce qu'elles permettent aussi de faire le lien entre les aires protégées et donc à maintenir la connectivité de toutes ces aires protégées. Et ça, c'est d'autant plus important maintenant face au changement climatique. D'accord. Et comme vous l'avez insisté vous-même aussi, votre présentation était avant tout scientifique en parlant des écosystèmes et des espèces qui y vivent et de leurs moyens de conservation. Donc, le chiffre de 20% est basé sur les observations de la biodiversité, sur les besoins par rapport aux écosystèmes. Et à la fin, vous avez aussi soulevé la question en disant que il faut aussi tenir compte des aspects sociaux et économiques qui sont aussi tout aussi importants. Et donc le défi, effectivement, c'est d'intégrer tout ensemble. Et je suppose que les 20% tiennent en compte aussi les aspects sociaux et économiques. Ou est-ce que c'est basé uniquement sur les considérations de l'écosystème? Alors en fait, les 20% dont vous parlez, je vais remettre, si j'arrive à revenir à ce slide. En fait, donc les 20%, je vais quand même revenir, voilà, il est là.
En fait, les 20%, c'est en fait ce qui a été identifié là sur cette carte par le programme qui s'appelle MARCSAN, qui est un système de planification de la conservation. Et en fait, ces 20%, c'est pas nous qui avons décidé des 20%. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on se fixe au début, on fixe un certain nombre de paramètres, dont notamment le pourcentage de chaque écorégion qu'on veut protéger. On peut dire, par exemple, je veux protéger 15% de cette écorégion, 20% de cette écorégion qui est très importante. Je veux protéger 30% de cette espèce parce que c'est vraiment une espèce critiquement en danger critique d'extinction. Et puis, les autres espèces, je vais dire 10%, je veux 10% du territoire de toutes les autres espèces. Donc, en fait, on entre toutes ces données dans le programme. Donc, ça, c'est des centaines de lignes de données. On attribue généralement à chaque espèce la même valeur ou on la change si c'est, par exemple, menacé ou non menacé. Mais une fois qu'on a mis tout ça, on a entré tous ces paramètres, il y a aussi un paramètre on peut aussi exclure certaines zones. Comme je l'ai dit, si c'est des zones qui sont fortement peuplées ou qui vont l'être, ou même dont on sait qu'il va y avoir une exploitation minière et qu'il n'y a rien à faire là-dessus, on peut même exclure la zone. Donc, dans ce sens-là, on prend en compte certains aspects socio-économiques parce qu'on peut dire au programme, OK, tu regardes toute la région, mais tu exclus cette zone-là et cette zone-là parce qu'on sait que ce n'est pas possible. Donc, dans ce sens-là, le programme prend en compte ces aspects-là. Mais à la fin du compte, c'est quand même un programme. Donc, c'est nous qui, avec les pays, décidons des paramètres, donc des pourcentages de chaque écorégion. Et avec ce qu'on a décidé, avec les objectifs qu'on s'est fixés, les pourcentages qu'on s'est fixés pour chaque écorégion et chaque espèce, ça nous donne qu'il faudrait protéger 20% de toute la région. Si maintenant on change ces paramètres en étant un peu moins, en ayant des ambitions un peu plus basses, en disant qu'on veut protéger qu'un plus faible pourcentage de chaque écorégion et qu'un plus faible pourcentage de chaque espèce, alors à ce moment-là, on arrivera à sans doute peut-être 15, 17, je ne sais pas, % de la région à protéger. Donc c'est comme ça en fait que ça a été fait. Donc il ne faut pas peut-être se focaliser trop, je dirais, sur le nombre de 20%. Mais disons, le take-off message, c'est quand même que le réseau actuel, il protège certaines espèces, il protège certaines écorégions, mais il y a quand même des espèces menacées totalement pas protégées, certaines écorégions aussi, et surtout, il n'y a quand même pas assez de connectivité entre les aires protégées et beaucoup d'aires protégées qui sont trop petites et qu'il faudrait, si on peut, agrandir. Ça permettrait ça d'augmenter le nombre d'objectifs de conservation atteints et donc de faciliter aussi la conservation et de par notamment la dispersion des espèces. D'accord, merci beaucoup pour la clarification. Vraiment, vous avez en fait expliqué à quel point différents paramètres on tient compte de différents paramètres dans le modèle sur lequel vous travaillez et que c'est effectivement assez complexe. Le lien entre les aires et aussi la connectivité, la connexion est aussi effectivement extrêmement important dans le cas, surtout lorsque des espèces sont en migration, elles se déplacent. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais donner la parole on va voir qui arrive là. Je vois de Chanel Nobert. Vous m'entendez, Nobert? Oui, bonjour. On vous écoute, bonjour. Très bien. Bonjour. Vous pouvez Oui, vous présenter et puis vous êtes d'où vous venez? D'accord. Je suis Norbert de Chanel, originaire d'Haïti. Et je travaille pour le corridor biologique de la Caraïbe. C'est un projet trinational qui est en train de mise en œuvre avec la financement de l'Union européenne et comment il s'agit du programme Nations Unies pour l'environnement. PNUE. Alors, grand merci pour cette présentation très intéressante. Alors, Monsieur Condor, j'ai des questions d'acclaration, mais il y a une question qu'on a déjà répondu et d'autres questions, comme on vient de parler d'aspects d'écorégion et du pourcentage d'espèces menacées qu'on a souligné. Donc, j'aimerais savoir
les espèces qui sont les plus menacées dans ces aires protégées, c'est-à-dire celles qui sont menacées et qui sont en extinction, et à quel pourcentage, s'il vous plaît? Est-ce que donc vous avez entendu la question? Oui, Les oui, j'ai espèces les entendu. plus menacées, ces aires protégées, et à quel pourcentage? Vous parlez en relation avec le changement climatique ou en général? De manière générale, parce que je pense que du point de vue socio-économique aussi, il pourrait y avoir des pressions sur ces espèces-là. Mhm. Alors, tout d'abord, dans ce projet aussi, on a regardé les espèces animales, mais on n'a pas regardé les espèces végétales. Donc ça aussi, on aurait pu le faire, mais on ne pouvait pas tout faire. Donc ça pourrait se faire peut-être dans un projet suivant. Parce que quand on pense, par exemple, aux espèces qui sont utiles pour les populations, bon, il y a certaines espèces animales, mais il y a aussi beaucoup d'espèces végétales. Et ça, on n'a pas regardé ça du tout dans le projet. En ce qui concerne les espèces menacées dans les AP, je pense que ça touche un peu tous les taxa, aussi bien les mammifères que les amphibiens, que les oiseaux, et puis face au changement climatique. Donc, c'est pour ça que j'avais remis cette diapositive. Ça concerne presque la moitié des espèces, en fait, qui sont menacées d'ici à la fin du siècle par le changement climatique. Maintenant, oui, vous pouvez trouver la liste de toutes les espèces menacées de manière générale sur le site de la liste rouge. Je pense qu'à présent, toutes les espèces ont été évaluées sur la liste rouge parce que tous les autres taxas avaient déjà été faits. Nous, on a fait à travers le projet tous les reptiles. Et je peux vous dire que notamment les reptiles, je ne sais plus non plus le pourcentage exact, mais il y a un pourcentage significatif de reptiles aussi qui sont menacés d'extinction au sein des AP d'Afrique de l'Ouest. Donc ça concerne un peu tous les taxas, je pense. D'accord. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Cédric Isindo. Cédric Isindo, on vous écoute. Allô? Allô, oui, Cédric Isindo, on vous écoute. Vous avez un commentaire? Oui, bonjour, je Où est-ce que vous appelle vous êtes? le Congo-Brazzaville. J'ai quelques préoccupations par rapport à la présentation qui a été faite. Ma première préoccupation concerne la présentation sur les aires protégées de l'Afrique de l'Ouest qui a été faite, notamment comment peut-on gérer de façon efficace les aires protégées transfrontalières, étant donné que chaque pays dispose de sa stratégie de conservation et que les budgets alloués sont pas toutefois disponibles au même moment. Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde, je voulais, en ce qui concerne la dispersion des espèces dans la connectivité des espèces dans les aires protégées, je voudrais, parce que au cours de l'exposé, je n'ai pas vu un lien entre le changement climatique, mais aussi la pression anthropique. Est-ce qu'à cela, au changement climatique, on peut ajouter la pression anthropique sur les espèces de faune dans les aires protégées? Et une autre préoccupation, je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, oui, je vous entends très bien. OK. Vu que les questions foncières en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, avec le problème de l'élevage des bovins et autres, en ce qui concerne l'identification des sites adaptés en cas où l'aire protégée ne présenterait plus des conditions favorables à l'évolution, sinon à l'adaptabilité de la faune. Est-ce le mécanisme, comme on appelle, d'identification des zones sont faciles dans les contextes fonciers, par exemple en Afrique de l'Ouest? Et aussi, dans les exposés,
j'ai plus suivi que l'accent était plus mis sur l'État, donc les gouvernements. Et je n'ai pas trop vu, comment on l'appelle, l'implication des ONG locales et de la société civile, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes, sinon des stratégies euh, sur la conservation des espèces au sein des aires protégées. Donc voilà, si j'ai bien compris l'exposé, pour le début, mes petites préoccupations. Ok. Je peux répondre? Bien sûr, bien sûr. Oui, madame. Alors, j'ai noté 4 questions. En fin de compte, donc, en ce qui concerne, ah oui, la gestion des AP transfrontalières, oui, je sais bien que c'est compliqué, c'est pas évident. Certains pays sont plus avancés que d'autres là-dessus. Il y a certains pays qui ont des accords de gestion transfrontalière. Donc, bien sûr que chaque pays a sa zone, par exemple, où c'est, comment dire, ces rangers vont pouvoir, disons, surveiller la zone, etc. Et ça, c'est pas forcément, ça se fait pas nécessairement de façon transfrontalière. Je pense que tout ne doit pas se faire de façon transfrontalière, mais ne serait-ce que d'avoir des réunions pour, par exemple, harmoniser les systèmes de suivi, par exemple, décider des espèces à suivre d'un pays comme dans l'autre, par exemple, les espèces qui sont particulièrement importantes pour un pays comme l'autre, parce que c'est une espèce charismatique, parce que c'est une espèce en danger critique d'extinction, ou peut-être parce que c'est une espèce vulnérable au changement climatique. Ça peut même être les trois à la fois. À ce moment-là, ça serait quand même important et peut-être pas trop compliqué d'harmoniser ce système de suivi entre les deux systèmes d'AP d'un pays comme de l'autre. Et ne serait-ce que d'avoir aussi des réunions entre les comités de gestion transfrontaliers, donc quelques réunions par an pour s'assurer que certaines choses se font quand même en harmonie entre les pays. Je pense que c'est important. Maintenant, bien sûr, il y a un problème de financement et de budget alloué qui souvent, dans beaucoup de ces pays, je le sais bien, est tout à fait insuffisant pour gérer les aires protégées de manière efficace. Donc, bien sûr, quand on ajoute maintenant l'aspect transfrontalier, qu'il faut aussi être en liaison avec comment dire, le personnel équivalent de l'autre côté de la frontière, bien sûr, ça, c'est pas évident. Donc, oui, c'est compliqué et je sais que souvent, ça se fait aussi à travers des projets internationaux et qui financent des fois, comme par exemple ce projet-là, mais il y en a beaucoup d'autres, comme notamment à Gola, donc la forêt de Gola entre le Sierra Leone et le Libéria. Il y a pas mal d'argent qui a été alloué à aider à la conservation de cette forêt, surtout du côté de la Sierra Leone, mais aussi du côté du Libéria. Et je sais qu'ils font quand même beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir à terme une gestion transfrontalière efficace de ce parc qui est très important. Donc oui, c'est pas une chose facile la gestion transfrontalière. En seconde question, c'était en ce qui concerne les espèces. Oui, les cartes que j'ai montrées montrant la connectivité en fonction de la dispersion, des capacités de dispersion des espèces et les pressions anthropiques sur les espèces. Et donc, oui, vous avez mentionné les pressions anthropiques, le problème notamment de l'élevage. Et donc, oui, donc bien sûr, oui, il y a des pressions anthropiques qui sont très, très importantes. Il y a beaucoup, dans certaines régions, d'empiètement sur les aires protégées. Donc ça, c'est un problème, bien sûr, qui s'ajoute à celui du changement climatique. En ce qui concerne, quand on a identifié donc, des sites prioritaires pour la conservation, on n'a pas forcément pris en compte directement les pressions anthropiques parce qu'on ne veut pas non plus exclure des aires qui pourraient être les plus appropriées. Mais comme je l'ai dit, si on a pu, je me souviens, exclure certaines zones qui étaient en périphérie d'une grande agglomération, en sachant très bien qu'il y avait une force de pression démographique dans cette zone et que ce ne serait pas possible d'étendre cette aire protégée dans cette direction-là. Donc, il faut être aussi réaliste. Donc, dans ce sens-là, on a quand même un peu pris en compte ça dans l'identification des aires prioritaires. Mais c'est délicat parce que, oui, c'est un problème important dans cette région.
Ensuite, l'accent sur l'État et pas seulement, pas tant que ça sur les ONG locales. C'est vrai, on a quand même beaucoup travaillé avec les gouvernements, plus qu'avec les ONG locales. Dans certains pays, on n'a pas beaucoup, que je sache, au Tchad, au Mali, on n'a pas beaucoup travaillé avec des ONG locales, peut-être parce qu'on ne les connaissait pas. En Gambie, on a travaillé un peu avec Gambia Birds, donc ils étaient toujours impliqués dans nos réunions et nos formations. Et puis avec Gola, donc on a travaillé aussi un peu avec le RSPB qui travaille avec des ONG locales aussi. Mais c'est vrai que jusqu'à présent dans ce projet, on a quand même beaucoup travaillé avec les institutions plutôt de l'État plutôt que des ONG locales. Maintenant, on n'a aussi pas beaucoup travaillé directement avec les populations et c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis le début. C'est pour ça qu'on a essayé de développer un projet en parallèle pour regarder la vulnérabilité des populations. Et c'est ça qui a donné lieu à un financement de la Fondation MAVA pour évaluer la vulnérabilité des populations en Gambie et au Sénégal. Donc, si on développe un nouveau projet, donc là, on aimerait approfondir ces aspects-là et si on peut impliquer plus la société civile et les ONG locales, on le fera, oui. Je pense que ce serait très important de le faire. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Allô? Je n'entends plus rien. Oui, alors merci beaucoup pour la réponse. Je vais donner la parole à une autre personne. Je ne sais pas si elle a le microphone. Eric Ngoye. Vous m'entendez, Eric? On vous écoute. Allô? Je vous écoute, Eric. Vous avez la parole? Allô? Oui, vous avez une question? Merci, Laurent. Je voulais juste savoir, par rapport à cette étude dans les 5 pays, est-ce que dans ces 5 pays, il existe déjà des stratégies, des plans d'action pour la conservation de la biodiversité dans ces 5 pays-là? Et que l'étude ou les recommandations faites par cette étude retrouvent un peu les priorités, parce que en fait, si jamais les plans existent déjà, les études viennent confirmer ou affirmer certaines données déjà existantes en termes de besoins dans ces pays-là. Est-ce que ça se recoupe avec déjà les priorités des pays, parce que dans la mise en œuvre, on doit relever, on doit conserver, on doit protéger ces aires. Est-ce que c'est par rapport à la réponse déjà aux priorités ou aux gaps identifiés dans les pays et que le données, par exemple, en termes des espèces en disparition, en termes des amphibiens, des oiseaux, des mammifères, est-ce que c'est déjà un gap qui a été constaté dans ces plans? OK. D'accord, merci pour la question. OK. Oui, en effet, les 5 pays, je pense, ont tous déjà soumis leur plan d'action à la CBD, la Convention pour la diversité biologique, le NBSAP en anglais, en français, je ne sais plus comment on appelle ça, mais leur stratégie et plan d'action pour la biodiversité. Donc oui, la plupart mentionnent l'effet du changement climatique sur les espèces. Et de plus, je pense que aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les résultats du projet ont maintenant été utilisés par certains pays et intégrés par certains pays dans leur stratégie nationale.
Donc, ça montre quand même que certains résultats du projet ont été vraiment adoptés par les pays comme étant des éléments importants. Notamment, je pense que c'est le Tchad qui a inclus des éléments des résultats du projet dans leur communication au UNFCCC, en anglais, la Convention sur le changement climatique des Nations Unies. Donc, ça va dans les... Là, j'entends très mal. Il y a un microphone qui est allumé. C'est difficile de parler en même temps. Mais oui, donc... oula. Je ne sais pas si la personne qui a le microphone peut le muter. Merci. Ça va beaucoup mieux. Oui, donc je disais qu'effectivement, ça répond, le projet a été développé en 2010. Donc, il a commencé en fin 2010, il a été développé en 2008-2009. Donc, il y a 10 ans maintenant. Donc, je pense que le changement climatique, il y a... Bon, et on en parlait déjà énormément, bien sûr, mais il y avait peut-être un peu moins de... Les gens n'étaient pas encore très, très sensibilisés à l'impact que cela pourrait avoir sur les espèces et les aires protégées. Donc, je ne pense pas que les plans d'action de l'époque parlent spécifiquement de l'impact du changement climatique sur les aires protégées, mais certainement déjà sur les espèces. Et puis, comme je l'ai dit, inversement, maintenant, c'est plutôt le projet qui a permis de sensibiliser aux problèmes du changement climatique et des conséquences qu'il pourrait avoir sur les AP. Et maintenant, ces problématiques-là sont intégrées dans les plans nationaux, dans les stratégies nationales et dans les communications nationales de certains des pays qui ont fait partie du projet. Et on a eu aussi beaucoup de demandes d'autres pays pour faire partie d'un projet de suivi. Notamment, on essaye de développer un projet pour les fonds verts pour le climat et on a eu beaucoup de pays de la région qui ont demandé à faire partie du projet. Bon, maintenant, c'est à suivre. On n'a pas encore de financement, mais on essaye de développer une prochaine phase. Voilà. Merci beaucoup. Il y a ici Emery Mouroula qui demande la parole. Oh non, je crois que vous êtes mute. Oui, il y a une question par écrit qui a été posée ici qui est de Carol MacDuff qui rejoint un peu ce qui avait été dit tout à l'heure. Étant donné les changements impliqués par les changements climatiques, est-ce que la voie d'avenir n'appartient pas à une gestion par les communautés pour une gestion plus dynamique et moins statique? Donc ici, on parle de l'implication des communautés et peut-être la société civile aussi. Alors, c'est une question, donc... oui, je suis tout à fait d'accord. Un commentaire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et quand on parle justement surtout en Afrique de l'Ouest, il n'y a quand même pas beaucoup d'aires protégées qui sont gérées par les communautés ou qui sont en cogestion. Je crois que 80%, 90%, voire des fois 100% dans certains pays des aires protégées sont gérées exclusivement par l'État. Donc, je pense qu'il y a énormément de progrès à faire là-dessus. Et je pense qu'effectivement, impliquer les communautés dans la gestion. Il y a encore un microphone si vous pouviez éteindre, merci. Je vois, ouais, bon, j'entends encore un peu de bruit, mais c'est pas grave. Donc, si on pouvait vraiment plus impliquer les communautés dans la gestion des aires protégées, je pense que ça serait bénéfique des deux côtés, à la fois pour les aires protégées et pour les communautés elles-mêmes qui seraient plus impliquées, qui se rendaient compte de tous les bénéfices dont elles bénéficient de par l'existence des aires protégées. Donc, par rapport il y a aussi très peu d'aires protégées qui sont privées en Afrique de l'Ouest par rapport à certaines autres régions d'Afrique. Et bon, ça, c'est un autre problème. Mais oui, il y a très peu d'aires protégées qui sont co-gérées et qui impliquent vraiment les communautés. Donc, je pense que si on étend le réseau d'aires protégées en Afrique de l'Ouest, ce serait vraiment important de l'étendre par des aires communautaires ou des aires en tout cas partiellement gérées ou co-gérées par les communautés. Parce que ça marche très bien dans certains pays. Il y a quelques aires communautaires en Afrique de l'Ouest, mais vraiment, vraiment très, très peu. Et je pense que c'est l'avenir est vraiment, je pense, dans l'augmentation de l'implication des communautés dans la gestion des aires protégées et d'avoir plus d'aires protégées qui soient co-gérées ou gérées par les communautés. Tout à fait. Merci bien, oui, je suis tout à fait d'accord. L'importance de l'implication des communautés pour la mise en place
de plan, de stratégie. L'État ne peut pas agir tout seul puisque c'est les communautés qui vivent sur place qui finalement sont les plus impliquées, qui sont impliquées dans la réalisation de projets et de plans qui sont mis en place. Je vais encore essayer de donner la parole à Emery. Allô? Allô, oui. Emery, je vous entends, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien pour la parole. Vous avez la parole, essayez de parler près du microphone. Oui, j'ai vu mon microphone. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? On entend, oui, on entend, pas très bien, un peu plus fort. Oui, moi, je vous entends très bien. Très bien. Alors, ça va, de votre côté, ça va, ça marche? Ça va. OK. Comme vous venez de le dire tantôt, j'ai bien suivi votre exposé. C'est vraiment un exposé riche, hein, riche vraiment, pour ne pas vous flatter. Alors, à cela, un commentaire et une question. Alors, mon commentaire, c'est que à l'époque, j'avais assisté à une activité, à un projet, en collaboration avec WWF, sous financement de la coopération allemande. Il s'agissait du projet d'appui au réseau des aires. Ce projet s'était articulé autour des axes suivants: la détermination de l'état des lieux des aires protégées, la consolidation des aires protégées et fiables et extension du réseau. Alors, il y a eu un travail évidemment d'évaluation qui a été mis à une cartographie actualisée et exhaustive de l'ensemble du réseau. Bon, au-delà à l'issue de cette évaluation, il y a eu certains résultats qui ont été présentés par le réseau. Et ces résultats étaient estimés à près de 25 millions d'hectares, soit 10,47% de l'étendue du territoire national en République. En fait, c'est un projet qui était mis en œuvre en République démocratique du Congo, parce que moi-même, je suis originaire de là et je vous appelle à partir de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Alors, cet ensemble de réseaux était constitué de 7 parcs. Évidemment, les parcs nationaux de Virunga, de la Garamba, de Kaouzi-Biega, de la Salonga et de Lupemba, de Kundelungu et de la Maïko. Des 57 réserves et domaines de chasse, dont entre autres la réserve de faune en Capi, la réserve naturelle d'Itombwe, le parc marin de Mangrove. Alors, 5 de ces aires protégées, évidemment, comme je crois vous êtes sans ignorer, qu'elles sont inscrites sur la liste de biens du patrimoine mondial en péril depuis une dizaine d'années. Il s'agit de parcs nationaux de Virunga. Bon, pour vous épargner un peu de tous les résultats qui ont été présentés et publiés, je crois que vous en connaissez un peu quelque chose sur ça. Bon, ma préoccupation, parce que ça c'était mon commentaire, mais au-delà de ces commentaires, alors j'ai une question à vous poser, à poser un peu à madame. Bon, j'aimerais savoir un peu s'il y a-t-il quelques activités pilotes ou projets pilotes ayant été mises en œuvre pour vous permettre en fait, d'avoir une vision claire avant la mise en œuvre proprement dite du projet dont vous veniez de nous démontrer à peine. Et si tel est le cas, quels ont été les résultats, atteints de ce projet? Évidemment, au niveau, comme vous venez de le dire, c'était un projet qui était mis en œuvre dans 5 pays africains. Alors, quels ont été les résultats escomptés de ce projet? Merci, madame. C'était ça mon commentaire et une question que j'avais un peu à vous poser par rapport à votre exposé. Merci. Ok, merci pour votre intervention. En ce qui concerne, je pense, si j'ai bien compris votre question, vous vouliez savoir s'il y
avait eu des activités pilotes mises en œuvre avant le début du projet. Et si c'est bien ça votre question, en fait, il n'y a pas eu d'activité pilote en soi mise en œuvre avant le projet. Par contre, il y a eu une phase préparatoire du projet de 2 ans au cours de laquelle il y a eu des études préliminaires qui ont été effectuées, notamment sur les vulnérabilités des populations, le cadre institutionnel, les AP, l'état des lieux des AP. Donc, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites en amont durant la phase préparatoire du projet qui a duré 2 ans, en 2008-2009. Donc, il y a eu, voilà, mais il n'y a pas eu d'activité sur le terrain pilote en soi, puisque ça faisait partie du projet lui-même. Et comme je l'ai dit, dans le projet lui-même, donc il y avait des activités pilotes de prévues. Malheureusement, très très peu, voire même pas de budget qui était alloué à ces activités pilotes. Donc en fait, on n'a pas pu faire énormément de travail de terrain, comme je l'ai dit. On a fait quelques activités que j'ai présentées dans les 5 sites pilotes, mais on aurait aimé en faire plus. Et si on développe une seconde phase du projet dans la région, là, à ce moment-là, on aimerait se focaliser sur plus d'activités vraiment d'application de ce qu'on a appris par nos résultats, les résultats scientifiques du projet, à mettre ça donc en œuvre sur le terrain et aussi regarder un peu plus largement les conditions et les aspects socio-économiques liés à la vulnérabilité des populations au changement climatique. J'espère plus ou moins avoir plus ou moins répondu à votre question. Merci bien. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va essayer de... il y a plusieurs mains levées. Je ne pense pas que je pourrais donner la parole à tout le monde parce qu'on doit terminer à 3h30. Mais il y a ici, je donne la parole à Sambo Goemo. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, je vous avez la entends. parole. Merci. Je voudrais poser... Bon, je crois qu'on se connaît déjà bien avant, lors du premier cours. Donc, je suis médecin, je travaille à l'Organisation internationale pour les migrations, mais je travaille bien avant avec les ONG nationales sur des projets de reboisement, de jardins maraîchers pour les réfugiés dans les zones du sud du Tchad. Je voudrais parler de la zone du lac Tchad, hein, un peu où, face à un conflit lié au Boko Haram, on a une communauté qui est déjà antérieurement très vulnérable et où le lac Tchad, n'est-ce pas, fait face à une baisse de niveau qui est liée au changement climatique. Nous avons aussi dans cette zone, que c'est une zone qui est tellement riche pour l'agriculture, l'élevage, la pêche, et avec les interdictions actuelles liées, n'est-ce pas, au conflit, à l'insécurité, la zone est en perte de vitesse totalement. Et comparativement, il y a ce qu'on appelle, il y a les pachydermes qui sont très là-bas protégés, comme dans le périmètre qu'on appelle là-bas la ceinture verte. On parle de la ceinture verte dans le lac Tchad. Quand on regarde cela, comparativement à d'autres aires protégées qui sont par exemple le parc des Akouman, le sud du pays, et puis plus loin encore à l'extrême sud, le parc d'Amtiman que notre présentatrice Élise Bell aurait visité. Qu'est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, prévoir en termes d'avenir pour la zone du lac Tchad, en termes d'adaptation et de disparition de certaines espèces? Merci pour la question sur la situation au Tchad avec le lac Tchad. C'est ça. J'ai bien entendu votre question. Je veux juste revenir à la carte. Si j'y arrive, c'est bloqué. Ah non, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, donc si vous pouvez répondre rapidement en 1 minute ou... En 1 minute, ok. Oui, bon, effectivement, il y a des problèmes importants sur lesquels on n'a pas... disons, on peut pas faire grand-chose de notre point de vue. Effectivement, les problèmes de Boko Haram qui sont tout autour de cette zone-là, c'est un problème dont je n'ai pas les connaissances ni les capacités d'en discuter. Mais, et puis aussi, je pense qu'autour du lac Tchad, il n'y a pas vraiment d'air protégé du côté du Tchad, d'après en tout cas les cartes qu'on a. Mais ça n'a pas non plus été... disons, d'après ce qu'on a fait, nous, sur l'identification d'aires prioritaires, ça n'a pas été identifié comme étant
les aires les plus importantes, disons, à protéger de manière officielle. Mais bon, maintenant, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, travailler avec les communautés pour gérer les ressources de manière plus durable. Et on ne parle pas non seulement d'aires protégées, mais aussi d'autres aires qui peuvent contribuer à la conservation. Je pense que c'est des thématiques qu'il faudra aborder peut-être autour du lac Tchad, mais sans doute dans beaucoup d'autres régions aussi. Voilà. Tandis que Zakouma, c'est effectivement un parc national bien établi au sud du Tchad, qui est géré, qui est aussi transfrontalier avec la République centrafricaine. Donc là, on parle d'un très grand parc national. Donc c'est une situation tout à fait différente de celle du lac Tchad. D'accord. Merci beaucoup, Élise Bell, pour cette présentation très intéressante du projet en Afrique de l'Ouest avec les aires protégées. Merci à tous les participants qui ont posé des questions, mais ceux qui étaient présents aussi. Et enfin, je m'adresse à tous les participants aussi pour vous rappeler de finir vos cours en ligne si vous voulez obtenir le certificat. Donc, c'est la dernière semaine, cette semaine. Et vous avez aussi une occasion jeudi à la même heure comme aujourd'hui. Nous avons une session ouverte pour les questions, éventuellement pour les questions sur les cours en ligne, mais sur d'autres questions que vous aurez. Je serai là. L'équipe sera là pour vous écouter, pour répondre à vos questions. Donc, en tout cas, bonne continuation à tous. Et merci encore, Élise. Peut-être un petit mot pour clôturer. Non, je vous remercie de toutes vos questions qui étaient toutes vraiment très pertinentes et j'ai vraiment pris plaisir à discuter de toutes ces problématiques avec vous aujourd'hui. Et j'espère que vous avez trouvé ce projet intéressant et je vous invite à aller regarder le site web et même à me contacter personnellement si vous voulez en savoir plus. Merci à tous. Merci encore. Bonne journée à tous.